Bonjour, je vous retrouve donc pour cette deuxième épisode sur les organisations dialogiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment on peut adopter une posture dite dialogique, donc pour pouvoir être en capacité de générer des beaux espaces en fait de créativité et d'engagement. Donc juste petit rappel, la voie dialogique qui s'oppose à la voie diagnostique. Les étapes sont les suivantes. On commence par clarifier le chemin adaptatif. Donc, on va arrêter de parler de problème, problème, problème. Mais voilà, il y a des moments de vie dans lesquels il faut s'adapter. Donc, on va clarifier tout ça. Et surtout, on va, derrière, si on veut engager un maximum de personnes, formuler ce qu'on appelle une invitation attractive. Donc là, en fait, je vais vous connecter à la posture d'hôte avec le host leadership parce que dans la posture d'hôte, il y a une très très belle façon d'écrire des invitations qui vont générer une énergie relativement belle des personnes qu'on va engager. Alors, on va pas le voir dans cet épisode-là, on le verra un peu plus tard parce que aujourd'hui, je vais vous emmener sur la posture en fait d'hôte qui va vous permettre en fait de créer des beaux espaces pour pouvoir engager les personnes, donc des espaces génératifs de solutions. Donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. Et donc pour vous rappeler en fait, moi dans ce que je mets en œuvre pour aller vraiment sur cette voie dialogique, il y a plusieurs ingrédients. Le host leadership, on va commencer à en parler aujourd'hui. Le solution focus, donc on en parlera un petit peu plus tard, donc il va vous permettre d'accéder à un langage orienté solution qui va vous apporter plein de belles choses, que ce soit pour clarifier en fait le changement adaptatif, pour créer des dialogues appréciatifs et constructifs entre les personnes dans ces espaces génératifs, etc. Et puis, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on aura un dernier épisode pour aller un petit peu sur les liberating structures très pratiques pour structurer des espaces dialogiques. Alors, le host leadership, en fait, vient du monde du leadership. Il a été inventé par Mark Mercado et Len Bailey. Et à l'origine, donc, ces deux personnages s'intéressaient à trouver des nouveaux modèles de leadership pour permettre notamment aux managers de créer de plus belles sources d'engagement de leurs collaborateurs. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et l'idée, ce qu'on va voir, je vais me pousser un petit peu, ce qu'on va voir, c'est finalement, si on veut créer des beaux espaces génératifs et de taille XXL, comme j'aime bien dire, c'est qu'il va falloir apprendre à se positionner dedans. Et puis, il va falloir apprendre à se positionner pour être le moins présent par le fait, pour laisser le plus de place, en fait, aux personnes et qu'elles puissent créer leurs propres solutions. Alors, comment faire simple? Vous allez vous reconnecter avec le host leadership à des compétences qui sont naturelles, qui sont en vous, et comme j'aime bien dire, depuis l'âge de 3-4 ans, puisqu'on a tous été hôtes dans sa vie. Ça a pu commencer dès son plus jeune âge, quand on était petit schtroumpf et qu'on invitait des potes, des petits copains à des goûters d'anniversaire, là, à l'âge de 3-4 ans. Donc, il y a plein de belles choses derrière tout ça. Et donc, comme je vous le disais en introduction, donc Mark Mercado et Len Bailey, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est finalement, en regardant un petit peu ce qui se passait dans le monde du management, mais vraiment en épaississant le trait au max, s'apercevoir qu'il y avait des managers plutôt à tendance héroïque, donc très en mode cascade, très omniprésent, très toujours là, etc. Et puis, depuis un certain temps, des personnes qui ont plutôt goûté au servant leadership, donc on se met au service des collaborateurs, quelque chose qui a été modélisé dans les années 70 par Greenleaf. Alors dans les deux, il y a du bon et dans les deux, évidemment, si on pousse un peu trop loin, ça casse. Servant leadership, moi je l'ai bien vécu. Quand on se met trop au service de ses collaborateurs, en tant que manager, on devient un serviteur, on se colle toutes les tâches ingrates. C'est compliqué de remettre un petit peu de drive dans tout ça. Donc la posture d'hôte va permettre de s'équilibrer un petit peu et on va aller chercher donc des belles ressources là-dedans pour pouvoir équilibrer sa posture quand on anime des espaces génératifs. Un espace génératif, ça peut être une simple réunion, ça peut être un café, ça peut être un atelier, un séminaire, un comité. C'est en fait toute occurrence quelque part où il y a des interactions humaines. Derrière le host leadership, en fait, il y a trois composantes. Il y a les lieux, en fait, c'est des lieux où on se situe quand on est un hôte de qualité, les différents endroits quelque part. Les rôles qu'on verra dans l'épisode suivant. Et puis l'invitation, puisque quand on est un hôte, on invite, on arrête de forcer, on arrête de convoquer, on invite. Et donc on va passer à un autre mode de pensée qui est la pensée invitationnelle, un état d'esprit assez savoureux, quoi. Alors, pour développer sa posture la logique, je vais vous proposer un petit échauffement. Donc, si vous voulez, je vous donne un petit exercice à faire. Vous pouvez mettre en pause et quand vous avez terminé, vous revenez me voir. C'est simplement, prenez un petit moment pour vous-même, éventuellement avec une feuille de papier, et prenez un exemple perso, par exemple un dîner, un barbecue, une fête que vous organisez, et essayez de revoir un petit peu tous les lieux, tous les endroits, toutes les pièces
où vous voyez faire quelque chose pendant ces moments-là, puisqu'en général, on n'est pas statique. Bien sûr qu'on va dans la cuisine, on va avec les invités, mais on peut faire plein de belles choses différentes. Donc, qu'est-ce que vous faites de bien dans ces différents endroits? Et dans ces moments-là, quelles sont vos interactions avec vos invités et quelles sont les interactions entre vos invités? Alors que si vous êtes dans la cuisine et pas dans la pièce où le dîner a lieu, vous les laissez faire. Voilà, prenez un petit moment pour vous, mettez-vous sur pause, et quand c'est bon pour vous, vous revenez. Bien, avançons. Je vais vous expliquer quels sont les 4 lieux proposés par le modèle du Host Leadership. Vous allez voir que vous les connaissez en partie, par contre, en général, par l'expérience que j'ai, on les exploite pas forcément très très bien. Il y a 2 lieux en fait où on est en interaction directe avec ses invités, avec les participants. Le premier, c'est sur la scène. Donc sur la scène, quand on est un animateur d'espace génératif, ce genre de choses, quand on est un facilitateur, on est devant tout le monde. Donc on tient le crachoir quelque part, on est là pour accueillir les gens, on est là pour donner des instructions, on est là pour timer, on est là pour recadrer, on est là pour dire au revoir, etc., quoi. Donc c'est une relation de 1 à N, on est devant tout le monde. Elle est bien connue. Alors, les managers héroïques, ils la connaissent bien, cette posture, évidemment, puisqu'ils l'utilisent trop souvent. La deuxième, c'est on est avec les invités. Donc là, on n'est plus sur la scène, on va avoir ses invités. Alors, dans un cadre de facilitation, par exemple, imaginez, par exemple, moi, je fais de l'accompagnement de grands groupes quand je fais du coaching d'organisation. Sur la scène, je donne des instructions, j'envoie les ateliers, les gens les font par petits groupes, puisqu'ils deviennent hôtes de leurs propres ateliers. Et donc, si nécessaire, je peux passer à aller voir certains groupes pour savoir comment ça se passe, voir s'ils ont besoin de quelque chose, discuter un peu avec eux, quelque part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une posture un peu naturelle qu'on peut aller de voir les gens. Seulement, en général, dès qu'on va les voir, on va casser un peu l'intelligence collective du groupe, puisque les personnes vont avoir tendance à se retourner vers l'animateur qui vient les voir. Donc, c'est pas forcément un lieu où il faut se sentir obligé d'aller. Faut pas se sentir avec une mission d'aller infliger de l'aide en fait aux personnes là. Moi, j'ai beaucoup changé de ce côté-là, donc je vais plutôt ne pas aller les voir et plutôt leur demander de m'inviter s'ils ont besoin d'un coup de main. A fortiori en distanciel, quand j'envoie les gens dans des petits salons, que ce soit avec Zoom, Teams, etc., je ne vais pas dans les petits salons. Je leur dis que s'ils ont un problème ou quoi que ce soit pour faire leurs ateliers, leurs exercices, ils ont des petits boutons pour m'appeler et je viens les voir. Les 2 autres lieux qu'on utilise pas ou très peu, ou qui sont méconnus. Le premier qui est vraiment savoureux, c'est d'être sur le balcon. Donc moi, j'estime que quand j'ai fait mon job, que j'ai créé un bel espace génératif, que les gens aient une belle intelligence collective, qui sont en train de fabriquer des choses entre eux, tout est bien parti. Je vais passer un max de temps sur le balcon et savourer de loin, en fait, les interactions entre ces personnes-là. Évidemment, si je vois qu'un groupe a des difficultés ou ce genre de choses, je vais éventuellement me rapprocher, je vais voir s'ils ont envie de m'inviter ou pas, mais sinon je vais essayer de passer un max de temps sur le balcon. Et le lieu qui est le plus important pour moi aujourd'hui, donc quand j'anime, quand je fais des espaces génératifs, c'est la cuisine. La cuisine, c'est le premier lieu que je vais me créer en fait quand j'arrive quelque part, même quand je suis à distance. C'est un lieu de repli, c'est un lieu pour me ménager, c'est un lieu pour me ressourcer, et puis surtout, c'est un lieu pour recomposer la suite si nécessaire, parce que même si j'avais prévu un plan, il y a de grandes chances que les choses bougent en fonction du groupe avec lequel je vais être. Donc c'est très kinesthésique tout ça, on va danser entre tous ces espaces-là, mais évidemment, plus vous serez sur la cuisine ou sur le balcon, plus l'espace génératif sera important pour les personnes qui sont devant vous et que vous accompagnez. Voilà. Alors, quand on est sur ces différents lieux, on peut le voir d'une autre façon aussi, c'est finalement quelles sont les interactions qu'on va générer. Si vous êtes sur la scène, vous mobilisez tout l'espace. Voilà, donc l'espace génératif pour les personnes, il est réduit à quasi néant. Si vous êtes dans l'espace numéro 2 avec les personnes, vous êtes juste à côté d'un groupe, donc les autres ont leurs espaces génératifs, donc c'est déjà pas mal. Et puis, quand vous êtes sur le balcon, vous leur laissez toute la place. Ils vont pouvoir travailler, collaborer, fabriquer des solutions, etc. entre eux. Mais vous êtes toujours présent. Évidemment, quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes complètement déconnecté. Donc là, ils ont tout l'espace à eux-mêmes et vous avez votre propre espace génératif pour vous-même et pour vous régénérer si nécessaire. Voilà. Donc moi, j'arrête pas de danser en permanence en fait quand j'anime des choses. Donc comme je vous l'ai dit, j'utilise un petit peu la scène pour pouvoir lancer des ateliers.
Le plus rapidement possible, je vais me mettre sur le balcon. Sur le balcon, si tout va bien, je passe du temps dans ma cuisine pour moi. Je reviens sur le balcon voir s'il y a des besoins ou pas. En extrême urgence, vraiment, il faut laisser le temps des fois aux gens de démarrer leurs ateliers, etc. J'irai les voir et surtout plutôt s'ils m'invitent. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que s'il y a un groupe qui patauge, allez le voir parce qu'il y a de grandes chances que si le groupe patauge, j'ai peut-être foiré quelque chose en termes d'instruction, etc. Et ça va peut-être le coup de remonter sur scène, d'arrêter tout le monde, de repréciser les choses et de relancer tout le monde. Voilà. Alors, avec tout ça, c'est des concepts. Je vais vous donner un exercice à faire, des devoirs avant le prochain épisode. Vous voyez, j'ai dessiné un petit cadran, tout simple, avec les 4 lieux. Et ce que je vous propose de faire, donc vous pourrez le faire après cette vidéo, hein, c'est de vous poser un peu et puis sur les prochaines animations que vous aurez à faire, sur les prochaines initiatives que vous aurez à faire, prenez des situations concrètes hein, pour qu'il y ait vraiment du solide sur lequel vous pourrez travailler. Essayez de vous représenter un petit peu, voilà, comment vous pourriez utiliser la scène, qu'est-ce que vous y feriez d'utile, être avec les personnes, ça correspondrait à quoi? Et encore une fois, qu'est-ce que vous feriez d'utile si vous avez à être avec les personnes? Comment vous pourriez profiter au mieux du balcon et de la cuisine? Voilà. Essayez de voir un peu comment vous pouvez donc créer de plus beaux espaces génératifs en essayant de réarranger un peu votre plan d'occupation des sols. Estimez à peu près le temps que vous pourriez y passer derrière tout ça. Évidemment, c'est un plan. Après, c'est au contact de la réalité que vous verrez bien. Souvent, on me demande, Laurent, c'est quoi tes guidelines? Ça dépend, évidemment. Moi, j'aspire à être un maximum de temps dans la cuisine et sur le balcon, entre 60 et 80% de mon temps. À partir du moment où je dois être trop présent sur la scène et avec les personnes, je me dis qu'il y a un souci, il y a un sujet. C'était peut-être pas le bon moment de faire tout ça. Les gens sont peut-être pas prêts. Le côté génératif est pas là. Donc, il y a peut-être besoin de revoir les choses. Voilà, donc moi j'utilise en permanence ces 4 postures pour pouvoir créer ces beaux espaces génératifs. Donc je vous invite à essayer de le faire de plus en plus. Alors ce sont des lieux vraiment virtuels, hein, puisque après, alors évidemment si vous êtes en distanciel, vous allez pouvoir mettre derrière l'écran, derrière l'écran. N'empêche que derrière, il faut vraiment s'interroger sur c'est quoi les interactions que je vais générer et quelle va être la qualité du niveau d'intelligence collective parmi les personnes. On peut tout à fait rester sur son siège, mais en fonction de sa posture, donc générer, être finalement auteur d'interactions complètement différentes vis-à-vis des personnes qu'on accueille et sur lesquelles on facilite ateliers, réunions, comités, etc., etc. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, ça demande du travail pour se préparer et puis arriver à avoir cette bonne posture-là. Donc, ce que je vous propose, ça sera dans le prochain épisode. Je vais vous donner tout un tas de clés de comment vous préparer. En fait, les clés que j'utilise, hein, je fais pas de théorie, vous commencez à me connaître. Et on va aller chercher dans d'autres ressources du host leadership. Il y a 6 rôles à exploiter. Et quand on les exploite bien, ça permet vraiment de bien se préparer. Et surtout, si vous devez intervenir pour un commanditaire, c'est comment bien préparer les choses avec votre commanditaire pour que ça se passe au mieux. Voilà. Et en attendant, je vous rappelle, si vous avez envie d'avancer par vous-même, il y a toujours mon petit guide qui est dispo. Donc vous pouvez aller le commander si vous voulez. Comme je vous le rappelle, les sous, c'est pas moi qui les encaisse, c'est pour mon projet d'ONG que je fais grandir de plus en plus et sur lequel je vais finir par me consacrer à 100% à partir de l'année prochaine. Je vous souhaite de prendre du plaisir pour tout ça et puis je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. Au revoir.